Je vous entends très bien, très bien. Très bien, ok. Pour moi aussi. Ah, ok, parfait. Monsieur Bellassène, c'est vous qui commencez. C'est bien ça? Oui, Oui, oui. oui, Oui, tout c'est. de suite, oui. Alors, chers participants, c'est avec un grand plaisir que vous accueillerons lors de ce nouveau webinaire. J'espère que la rentrée se passe dans de bonnes conditions pour tout le monde, malgré le contexte sanitaire perturbateur que nous vivons toujours. Aujourd'hui, nous avons un très grand marché que nous allons traiter. Donc, il s'agit du marché japonais. Le webinaire, on l'organise toujours avec notre cher partenaire, c'est Saad Hamoumi du cabinet Harvard Consulting. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux éminents experts de ce marché, des experts qui sont aussi membres de Global Alliance. Donc, Monsieur Fabien de Becker et Monsieur Frédéric Delsart. Donc, je les remercie d'avoir bien voulu accepter d'animer cet important webinaire. Je vous invite tous à poser vos questions sur le chat, donc sur l'ensemble des questions qui vous intéressent sur ce marché. Bien sûr, nos experts vont nous parler des opportunités que vous pouvez saisir et de la réglementation commerciale sur cet important marché. Sans plus tarder, je passe la parole à Sehmoumi qui va modérer ce webinaire et je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci Monsieur Belhassen. Je profite de l'occasion pour d'abord remercier la SMEX, l'Association marocaine des exportateurs, ainsi que tous les membres qui, depuis le début, maintenant une année que nous tenons ces webinaires Doing Business à l'international, grâce à nos partenaires du réseau Global Alliance. Donc, je remercie pour tous ceux qui participent à celui d'aujourd'hui. Donc, aussi mes vifs remerciements à Fabien et Frédéric du cabinet PMC Japon, qui sont, ils vont bien sûr parler un peu de leur expérience. Ils ont une longue expérience sur le marché japonais ainsi qu'à l'international. Ils sont vivement remerciés. Donc, je remercie aussi Madame Ezaher de l'ambassade du Maroc, qui doit être avec nous certainement. Elle est conseillère économique. Nous sommes toujours heureux d'avoir ce partenariat avec les ambassades disons, dans le pays concerné, parce qu'il y a toujours des synergies que nous pouvons trouver avec l'équipe sur place. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Fabien et Frédéric, en rappelant que moi, je serai là pour capter un peu toutes les questions qui vont arriver. Donc, on va demander à nos participants, soit via le chat, d'envoyer leurs questions, soit ceux qui veulent témoigner, ils auront un petit moment à la fin de la présentation pour témoigner, partager avec nous leur expérience sur ce marché-là. Je précise juste que l'exercice que nous faisons, il faut que les questions soient, si possible, pas trop pointues. Enfin, c'est pas disons, je sais que quelle que soit la qualité de nos experts, on ne pourra pas répondre à pied levé sur des questions fiscales. Enfin, disons, le but, c'est un petit peu vous donner, c'est un peu un teaser pour vous donner un peu l'idée sur ce marché qui est très, très dynamique, hein, comme nous le savons tous, bien qu'il soit un peu loin de notre marché, mais donc il y a des possibilités. Donc, que les questions, si possible, qu'ils soient un peu sur des questions vastes, enfin, macro, mais quand il y aura des questions précises, il faudra que ça soit par mail et que peut-être ça donnera lieu à une prestation de service parce que nous faisons du business développement. Nous, c'est un peu notre travail. Et donc, voilà, je passe la parole à Fabien et Frédéric qui vont se présenter et nous parler de ce marché si dynamique. Merci. Merci Saad, merci Monsieur Bellassène. Donc, je suis Fabien de Becker du cabinet PMC et nous ne sommes pas des spécialistes des relations marocaines-Japon, mais on va faire de notre mieux pour vous présenter le Japon. Ça, c'est un marché que nous connaissons bien. On va juste très rapidement commencer par se présenter. Frédéric? Voilà, Frédéric. Non, non, tu passes la page.
On a encore des petits problèmes techniques. Ça marchait très bien hier. Arrive. J'espère qu'on arrive à partager l'écran. Voilà, c'est bon. Alors, aujourd'hui, on voudrait vous parler du Japon, qui est un marché que nous connaissons bien et un marché toujours porteur mais exigeant. On commence par se présenter. Frédéric. Frédéric, Attends, ça n'affiche pas encore. Monsieur Voilà. Alors donc, je suis Fabien, partenaire de PMC. Ça fait un peu plus de 30 ans que je suis en relation avec le Japon, donc 21 ans de vie même au Japon. Je suis un ingénieur de formation. J'ai eu d'abord une première carrière en tant que patron d'entreprise et j'ai été plusieurs fois président de société, tant au Japon qu'au niveau international. Et depuis maintenant 7 ans, je suis devenu consultant et j'aide les autres à développer leurs relations, leurs affaires au Japon, notamment pour des nouveaux entrants. On travaille beaucoup avec des entreprises françaises, francophones de façon plus générale et internationale. Frédéric? Je suis installé au Japon et que je me suis développé en business development. Très rapidement, je vous présente PMC. Donc, PMC est une société qui existe depuis bientôt 50 ans. Nous sommes membres du groupe des consultants français au Japon, membres de Global Alliance, de Medica Alliance, partenaires de BNP Paribas, de l'OSCI. Nous sommes en fait 5 associés et à nous 5, on totalise 150 ans de vie au Japon. On a un peu plus de 30 personnes employées permanents, plus des tas de part-timers et surtout des experts qu'on amène sur les projets en fonction des compétences requises. Nous sommes très musclés sur le lifestyle luxury, le healthcare, l'industriel, la tech. On a commencé par accompagner des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on travaille également avec des startups et également un certain nombre d'entreprises de taille moyenne. Nous offrons une gamme complète de services, à la fois de business développement, donc recherche de partenaires, de distributeurs, négociation des contrats, du support commercial à temps partagé, du support au management. On fournit des services de conseil, market research, développement de stratégies d'entrée, on fait des audits. On fournit également toute la palette de services administratifs pour mettre en œuvre ces recommandations. Donc, on aide à monter des entreprises, on peut faire de la domiciliation, on aide à développer votre protection intellectuelle. Et puis, on fournit des services comptables, payroll, de portage, cash flow management. Voilà, je vais m'arrêter là sur PMC et rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le Japon a été pendant très longtemps la deuxième économie mondiale avant de se faire rattraper par la Chine en 2010, mais ça reste aujourd'hui la troisième économie mondiale et un marché, comme on va vous l'expliquer, qui est très intéressant pour ceux qui se donnent la peine de vouloir rentrer sur ce marché. Parce que c'est un marché difficile d'accès et qui est important pour les exportateurs, à la fois par la dimension même du marché domestique et aussi pour son rôle grandissant, un rôle d'influenceur au niveau de la zone asiatique. Frédéric va partager avec vous maintenant des points plus détaillés. Donc, rentrons sans plus tarder dans le sujet. Voilà, alors le Japon, une population de 126 millions d'habitants, une superficie de 377 km², un pays qui se... Je pense qu'on a un petit problème technique d'écho, n'est-ce pas? C'est bon au niveau du son? oui, Fabien, si vous pouvez désactiver votre micro lorsque Frédéric parle et vice-versa pour ne pas avoir une perturbation. Alors, j'ai désactivé. Faible, une densité de population. Je viens de le couper.
Voilà, une espérance de vie. On n'entend pas le son, hein, Frédéric. Il y a un problème Vous de avez le son. micro désactivé. Frédéric, vous pouvez activer votre micro. Essayons comme ça. Ça va mieux maintenant? C'est bon, c'est bon. Voilà, un PIB de 4,5 millions d'euros et un taux de chômage quasiment inexistant, 2,4% seulement. Quand on regarde les différentes régions économiques du Japon, le Kanto et l'équivalent de PIB du Kanto, c'est la Russie, par exemple. Alors, le Japon est un pays riche. La troisième puissance économique, 4 messages principaux. Le Japon est la troisième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, mais devant l'Allemagne. C'est aussi le premier créancier international. Et le Japon a été plutôt résistant face à la crise du Covid. La prévision sur 2021 est de plus 3,1%. Deuxième message ici, un pouvoir d'achat très élevé, avec une classe moyenne qui est très importante et homogène, et un chômage, donc, comme dit, quasiment inexistant. Troisième point, les facteurs de croissance. Le Japon est très fort en innovation, qui représente 3,4% du PIB. Le Japon est très ouvert sur l'Asie, avec 55% de ses exportations qui vont vers les pays de l'ASEAN, et une exportation en général qui grandit, et de nombreux plans de relance qui soutiennent le plan économique. Ensuite, le Japon a aussi quelques faiblesses. Alors, on peut noter ici le déclin démographique qui avance vite, le vieillissement de la population, actuellement 29%, on annonce plus de 35% de la population en 2040, et une croissance faible et une dette publique importante. Les caractéristiques de l'économie japonaise. Alors, il s'agit ici d'une économie mature, une force d'innovation, comme mentionné auparavant. C'est un pays politiquement stable, avec un plan de relance ambitieux, les Abenomics, mais ça fait presque partie du passé. Sur la droite, une carte qui vous donne une idée d'où se situe. Un marché de référence qui est... Tu passes la page. Un marché rémunérateur, pardon, avec pas de barrière majeure à l'entrée et des niveaux de prix élevés. C'est un pays très exigeant d'un point de vue qualitatif. Exigeant dans le sens où il y a un cadre de business, un procédé à respecter pour faire le business au Japon, et d'un point de vue qualitatif où le consommateur, voilà, il est très qualitatif, on y reviendra plus tard. Le Japon est aussi une référence pour l'Asie. Entre autres, c'est un créateur de tendances et une superbe carte de visite pour pénétrer sur les autres marchés. On dit souvent, une fois que vous avez pénétré le marché japonais, vous avez un premier grand pas de fait en Asie. Alors, pourquoi investir au Japon? 4 points ici. Le retour sur investissement qui sont importants. Il s'agit d'un marché mature et concurrentiel. Le Japon, comme dit, c'est un gage de qualité. Et donc, le Japon peut être un tremplin vers d'autres pays en Asie. Les tendances de consommation. Alors, les évolutions sociétales, forcément, qui sont aussi bouleversées avec le Covid. On peut noter ici 3 points. La conscience collective qui est profondément ancrée dans la culture et la société japonaise. L'importance de l'apparence, aussi bien physique que l'apparence d'un shop, d'un magasin.
Et puis, on a des consommateurs japonais qui sont très conscients sur la santé et l'environnement. Les comportements d'achat du consommateur japonais, alors, qui est toujours intéressé par les nouveautés. Par exemple, le week-end, les sorties en famille au shopping mall sont de coutume ici. On y trouve de tout pour toute la famille. Voilà, les consommateurs ont un fort pouvoir d'achat au Japon. On note un vieillissement progressif de la population, un grand nombre de célibataires qui sont en âge de se marier et qui dépensent beaucoup. Ici, un graphe qui résume à peu près ce qu'on vient de dire auparavant. Vous aurez une copie de cette présentation. On passe un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de slides, mais vous aurez le temps de les reprendre et de nous poser vos questions. Ensuite, un certain nombre de groupes d'envergure internationale, quelques exemples dans l'industrie d'automobile, Toyota, Honda, Nissan, dans l'habillement et déco, on a Uniqlo, ASICS, Rakuten pour ce qui est digital et télécom, et j'en passe. Alors, venons-en à la situation du Covid au Japon. Contrairement aux autres pays, la politique de vaccination au Japon s'est faite sur le tard et a été commencée fin mai, courant juin. Maintenant, arrivé à fin septembre, une grande partie de la population est vaccinée. Et vous pouvez voir avec les chiffres sur la droite que les nombres de cas positifs ou de décès restent relativement faibles comparés à d'autres zones dans le monde. Alors, le Japon a dû s'adapter à cette nouvelle situation. Ici, nous n'avons pas eu de lockdown, mais de nombreuses déclarations d'état d'urgence qui perdurent d'ailleurs. On y est toujours en état d'urgence. Restrictions donc sur les déplacements, sur la vie publique. Le télétravail qui s'est mis en place. Un grand bouleversement culturel qui va contre la culture du présentisme. Certaines tendances qu'on a pu noter donc liées au Covid, les missions de prospection qui seront remote, on n'a plus beaucoup de meetings en tête-à-tête, quoique c'est en train de revenir. Les projets de développement qui mettent plus de temps à aboutir. On note un écoulement du inbound, une situation qui risque de durer. Il y a un certain repli sur le foyer. Comme on sort moins, bah, du coup, les dépenses se font beaucoup sur la maison, l'appartement. Une montée en puissance du retail dans les zones résidentielles et une contraction du corporate entertainment. À noter aussi que les frontières japonaises restent encore fermées aux ressortissants étrangers à ce jour. Ça risque de changer dans les prochaines semaines. Le Japon a été très, très protecteur compte tenu des Jeux Olympiques. Il voulait absolument qu'ils se déroulent sans problème, ce qui s'est produit. Donc, du coup, on pense que le Japon, maintenant, va réouvrir ses frontières rapidement et libérer un peu les politiques restrictives en place. Alors, pour finir sur le Covid, quelques opportunités à saisir. Qui dit Covid dit changement, donc des nouvelles habitudes de consommation. Le healthy shopping est en train de se développer rapidement, aussi bien que l'e-commerce. L'e-commerce, bien qu'il se développe moins rapidement que dans d'autres pays. Les déplacements limités au Japon et à l'international, et surtout à l'international, font que tous ces frais de voyage sont répartis automatiquement sur d'autres secteurs. Le numérique est en fort développement, ainsi qu'on note aussi une prise de conscience pour tout ce qui est sustainability, écologie, etc. Alors, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui est en train de venir. L'intérêt soutenu pour l'innovation, les produits connectés, le digital, le bien-être, le nouveau japonisme et le support aux seniors sont d'autres opportunités actuelles. Venons-en maintenant aux relations entre le Maroc et le Japon. Alors, le Maroc est à ce jour le deuxième partenaire commercial du Japon en Afrique, donc un partenaire
très important sur le territoire africain. Alors, pour en venir aux exportations et aux importations, chiffres qui nous ont été confirmés par l'ambassade du Maroc ici à Tokyo. En 2020, les exportations s'élevaient à 299 millions de dollars, faisant du Japon le 18e client du Maroc. Pour ce qui est des importations, on est à 243 milliards de dollars, faisant du Japon le 26e fournisseur du Maroc. Les relations commerciales entre le Maroc et le Japon restent relativement petites comparées à d'autres. Elles représentent donc 4,5% des échanges entre le Maroc et l'Asie et 2,7% des échanges entre le Japon et l'Afrique. Néanmoins, le Maroc reste un marché très important pour le Japon en Afrique, avec aussi la mise en place de nouveaux plans de partenariat entre les deux pays. On va y revenir dans quelques instants. Sur la droite ici, vous avez la courbe des exportations du Maroc vers le Japon sur les 20 dernières années. On voit que la tendance est à la hausse et elle devrait rester à la hausse sur les prochaines années. Ensuite, le Japon est donc le premier partenaire économique asiatique du Maroc et le deuxième pourvoyeur d'aide publique bilatérale après la France. Voilà, en 2020, la croissance des exports a été de 10,5%, donc forte croissance, malgré la crise du Covid. Les produits principalement exportés vers le Japon sont les produits de la mer, 56%, les matériaux électriques et électroniques, 7,7%, ensuite suivi du phosphate, les graisses et huiles animales et végétales, du sel, soufre, pierre et plâtre, et ensuite d'autres produits en moindre volume. On note de nombreux accompagnements par le Japon sur divers projets de développement au Maroc. 3 exemples, le soutien au développement durable, l'appui aux stratégies sectorielles et le redressement des disparités sociales. Aussi de nombreuses coopérations au Japon-Maroc avec des pays africains tiers sur des domaines tels les pêches, la gestion de l'eau, l'entretien des engins routiers, l'électricité, et un certain nombre d'appuis financiers sur les 30 dernières années. On a 2,6 milliards de dollars de prêts et 43 projets sur lesquels il y a eu un investissement. Ensuite, les relations Maroc-Japon, donc des accords et traités bilatéraux qui ont été lancés dans les années 60. Faisons un zoom sur les accords récents. Donc l'année dernière, un accord a été ratifié sur la promotion des investissements et toujours en cours d'examen, un partenariat renforcé censé consolider les relations économiques entre les deux pays. Un certain nombre de coopérations et de business séminaires aussi qui sont mis en place entre l'ambassade du Maroc au Japon et les associations telles la JICA, la GETRO, etc. Investissement. Alors, avant de venir aux différents secteurs qui pourraient vous intéresser pour exporter au Japon, faisons rapidement une parenthèse sur les investissements japonais au Maroc. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises japonaises qui délocalisent et qui investissent au Maroc. Alors, il y a plus de 40 000 salariés qui sont embauchés au Maroc par des entreprises japonaises à l'heure actuelle. Un exemple récent d'investissement dans l'industrie des car parts par Yazaki et Sumitomo qui investissent 103 millions de dollars. Donc, c'est pas anodin. Ci-dessous, je vous liste quelques entreprises qui sont bien implantées, entreprises japonaises qui sont bien implantées au Japon avec des bureaux, des filiales dans différents secteurs. Pour plus de détails, je vous conseille de cliquer le lien dans les sources, le dernier lien Africa Business Partner, où vous avez une liste détaillée de tous les acteurs japonais qui sont présents au Maroc et en Afrique. La carte à droite vous montre que voilà, le Maroc est le 4e business partner de l'Afrique. Venons-en. Oui. Alors, on va, après cette présentation générale, vous proposer quelques focus
notamment sur les secteurs d'intérêt que l'ambassade du Maroc au Japon nous a soulignés. Donc, 4 points d'intérêt: l'automobile et l'aéronautique, l'agroalimentaire, les produits halieutiques et le domaine des infrastructures. Et nous avons préparé notamment un point détaillé sur l'agroalimentaire, qui nous semble être peut-être le secteur qui vous intéresse le plus. Mais on a ensuite quelques points sur d'autres secteurs. Vous nous direz ce qui vous intéresse et on peut passer plus ou moins vite sur le restant de la présentation. Alors, avant de faire un zoom sur les secteurs mentionnés précédemment, prenons une vue un peu globale du marché et des secteurs qui sont porteurs au Japon à l'heure actuelle. Alors, on a la sharing economy, donc le partage, la location de services, qui est en train de se répandre au Japon, mais qui se heurte encore à une culture traditionnelle de l'entreprise. On prend l'exemple de Airbnb au Japon. Ensuite, la société 5.0 ou la Super Smart Society, comme on pourrait l'appeler, donc des nouvelles infrastructures sociétales basées sur des plateformes de services numériques avancés. Par exemple, la création d'une société numérique pour une population vieillissante. Ensuite, on a les Smart Cities. Au Japon, 93% de la population vit en milieu urbain, contre 80% en France, par exemple. Venons dans la deuxième page, donc la 5G qui est déjà bien répandue ici à Tokyo et qui avance vite. La Silver Economy, donc le marché des seniors avec des nouveaux besoins pour l'autonomie de vie de ces personnes. Entre autres, des robots, des opportunités dans l'alimentation, le soin, l'assistance à la personne. Ensuite, le digital, le numérique. Comme vous le savez, c'est un grand marché au Japon. Le retail tech et la robotique. Voilà. Faisons maintenant un zoom sur l'agroalimentaire. Et si vous le souhaitez, on pourra vous reparler du prêt-à-porter textile. On a quelques pages là-dessus, sur le cuir. Et puis ensuite, on a 3 autres opportunités, les technologies, l'art de vivre de façon plus générale, l'industrie et le clean tech. Alors, le marché agroalimentaire japonais, il s'agit ici d'un marché mature à la recherche de qualité. Alors, le Japon est un archipel avec une autosuffisance limitée, 40%. Seulement, alors, les 2 tiers du Japon sont couverts par des montagnes. Donc, il n'y a que très peu de territoires restants pour l'agriculture, 12% seulement. Et l'autosuffisance du Japon en produits halieutiques est de 60%, d'où son grand besoin à l'import. Les demandes du marché nippon se font beaucoup sur la viande, les produits laitiers, les fromages, pâtisseries, biscuits, boissons, entre autres. Et selon la source, donc l'économiste.com, en 2020, les exportations marocaines vers le Japon se composent principalement d'agar modifié, d'algues brutes, de fraises congelées, d'huile végétale brute, de mucilage et d'épaissant de carreaux. Alors, une rapide comparaison agricole entre le Japon et le Maroc, on voit bien que la superficie agricole au Japon est plus grande que celle du Japon. La part de l'agriculture dans le PIB est 10-12 fois plus grande. La surface arable est le double de celle du Japon. Et les terres agricoles aussi beaucoup plus nombreuses au Japon. Non, au Maroc. Au Maroc, pardon. Par la suite, voilà des produits exportables qui représentent un potentiel au Japon. Voilà, ci-dessous des chiffres des importations globales de légumes au Japon. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se fait au Japon. Ensuite, le Japon est une agriculture qui est très soutenue par le gouvernement avec des subventions fortes et des subventions qui sont payées in fine par le consommateur. C'est une agriculture qui se veut et qui a besoin de devenir moderne et productive.
Oui, c'est un vrai contraste parce que c'est un secteur qui est extrêmement traditionnel et qui concentre, la plupart des agriculteurs sont très âgés, donc il y a vraiment des évolutions significatives à faire, mais c'est un secteur qui a besoin de se réformer pour développer son autosuffisance et qui, en attendant, a besoin d'importer. Donc on pense que c'est une grosse opportunité pour le Maroc. Ensuite, un zoom sur les réglementations agroalimentaires que je ne vais pas commenter maintenant, mais vous pouvez y revenir par la suite. Les circuits de distribution traditionnels, donc ici au Japon, quelques chiffres clés. Donc il y a 780 grossistes et 400 importateurs qui contrôlent en général le marché. Beaucoup d'intermédiaires aussi au Japon. Le point important là, c'est qu'il ne sera pas facile pour vous d'aller directement vers des clients finaux. Le Japon a des structures de distribution par certains côtés archaïques, avec un importateur qui revend à un premier grossiste, qui revend à des sous-grossistes, qui revendent à des sous-grossistes. Il y a une atomisation du retail. Et donc, il va falloir, si vous souhaitez exporter au Japon, soit passer par des Sogo Shosha, les trading companies japonaises qui vont tout organiser pour vous, ou bien généralement trouver un importateur-distributeur pour votre compte. En parlant de Sogo Shosha, voici. Excusez-moi, Frédéric, il y a une demande des participants pour augmenter un peu le son, parce que Fabien, on l'entend très bien, et vous entend un peu mal. D'accord. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, non, bah on va faire. Merci. Alors, les principaux acteurs de la distribution au Japon. En regardant les parts de marché, 51% pour les supermarchés, 38% pour les épiceries, les commerces de proximité et 11% pour les grands magasins. Ci-dessous, un listing par catégorie. Le prêt-à-porter. Alors, je ne sais pas d'un point de vue timing, on va peut-être y revenir. Si, ben on peut y aller. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour vous parler très rapidement. Donc, le prêt-à-porter est un marché important au Japon et qui a des marques locales fortes, mais en même temps laisse de la place pour l'importation. C'est un marché encore très traditionnel dans sa structure de distribution, mais heureusement, le nombre d'intermédiaires diminue. Euh, la catégorie pour femmes est dominante, évidemment. L'Internet commence à jouer un rôle de plus en plus important, mais il faudra encore une fois que vous passiez par un importateur-distributeur si c'est un secteur qui vous intéresse. Quelques tendances. Le japonais peut avoir de temps en temps des goûts extrêmes sur des couleurs, mais généralement, on parle plutôt d'une certaine sobriété, beaucoup d'attention sur la marque, beaucoup d'attention sur la qualité. C'est certainement le marché qui est le plus exigeant en termes de packaging, en termes de finition. Le consommateur japonais peut changer rapidement de goût et cherche de l'innovation, mais en même temps, il est loyal aux marques qui l'intéressent. C'est un marché qui évolue avec notamment la campagne Cool Biz mise en place par le gouvernement, donc qui devient un peu plus casual. Voilà. Le marché du cuir est un marché qui est difficile parce qu'il y a des quotas qui sont mis en place pour protéger l'industrie locale du cuir qui a des tas de racines historiques. Par exemple, pour les chaussures, il faut avoir des droits d'importation qui surenchérissent énormément le coût des chaussures en cuir importées. Donc, c'est un marché qui est potentiellement important, mais difficile à pénétrer. Je vous propose qu'on passe sur les autres secteurs qu'on a identifiés. Alors, nous avons ici les nouvelles technologies, les opportunités dans les tech. La nouvelle technologie, les jeux vidéo et le numérique, les logiciels et services informatiques. Ensuite, sur le secteur art de vivre, on a un marché cosmétique qui est le 3e marché mondial. On est aussi 3e marché mondial pour ce qui est mode et décoration. Alors là, vous reverrez des tendances vers les cosmétiques bio. C'est un marché hyper compétitif, les cosmétiques. Et sur la mode et la décoration, il y a effectivement un niveau de vie très élevé
et une sophistication importante du consommateur japonais qui ouvre la porte pour des concepts un peu différenciants. Venons-en aux industries et clean tech. Donc, on a ici le marché de l'automobile et le marché de l'aéronautique, qui semblent être deux marchés importants aussi pour les exportations et les importations entre le Maroc et le Japon. Marché automobile, trois tendances: les véhicules propres, ultra compacts électriques et les véhicules à hydrogène. Alors, c'est un marché, l'automobile, avec des constructeurs extrêmement puissants. Donc, c'est plutôt pour des fournisseurs de pièces, de composants automobiles. Et ces fournisseurs sont présents en grande partie déjà présents. Et ensuite, l'énergie au Japon. L'énergie au Japon qui semble être au centre de projets ou d'échanges entre les deux pays ces derniers temps. Alors, c'est un pays qui n'a pas de ressources ou quasiment pas de ressources fossiles, donc qui est très dépendant, qui misait beaucoup sur le nucléaire, mais depuis l'accident de Fukushima, le nucléaire est remis en cause. Donc le Japon est face à un vrai besoin de se transformer et notamment développer des énergies renouvelables. Donc tout ce qui est hydrogène, biomasse, l'éolien, les énergies de la mer, photovoltaïque, ce sont des secteurs, si vous avez des choses à apporter, où vous trouverez un marché réceptif au Japon. Et on l'a déjà mentionné tout à l'heure, les projets de Smart Cities, le Japon a besoin d'évoluer et encore une fois, a les moyens de ses ambitions. Donc si vous avez des propositions intéressantes, le Japon vous écoutera. Voilà, on a fait un tour d'horizon un peu rapide sur les tendances et les secteurs porteurs au Japon. Je pense que le mieux, ça sera de répondre à vos questions en fonction, parce qu'on ne sait pas très bien qui participe à ce séminaire et quels sont vos centres d'intérêt. On voudrait, avant de vous passer la parole, vous parler un peu de comment est-ce qu'on peut approcher le marché japonais. Donc, comme on l'a discuté tout à l'heure, c'est un marché qui reste compliqué en termes de distribution. Donc, typiquement, les approches, c'est vous trouvez un importateur, un distributeur. Vous pouvez passer par les maisons de commerce, les fameuses Sogososha. Vous pouvez également monter une filiale, sachant qu'effectivement, c'est un investissement beaucoup plus important. Une alternative, ça serait de monter une co-entreprise, voire de racheter une entreprise. Et une dernière façon de prendre pied au Japon, c'est de monter un bureau local avec un agent. Donc, ce sont les 5 schémas traditionnels pour rentrer sur le marché japonais. Il y a un 6e schéma qui est l'e-commerce, qui commence à devenir de plus en plus relevant au Japon. Alors, c'est un schéma qui est déjà énormément pratiqué sur la Chine. Au Japon, le e-commerce est resté pendant très longtemps marginal. Comme Frédéric vous le disiez tout à l'heure, le shopping reste un passe-temps favori des Japonais et le retail est surdéveloppé ici. Mais là, il y a une tendance de fond qui est accélérée par le Covid et le e-commerce commence à représenter maintenant 10, 20%, voire sur certaines catégories un peu plus. Et aujourd'hui, il y a effectivement un taux d'équipement en termes de Wi-Fi, d'ordinateurs, de téléphones portables qui est très important, ce qui fait qu'on a toute l'infrastructure en place pour que le e-commerce continue de se développer et s'accélère au Japon. Alors, c'est maintenant donc une nouvelle alternative pour rentrer sur le marché japonais, d'envisager une distribution purement e-commerce, qui généralement demande ensuite à être conforté au niveau du retail physique. ZOZOTOWN, Rakuten sont des acteurs que vous aurez peut-être entendu parler. Rakuten très important et ZOZOTOWN spécialisé sur les secteurs mode et lifestyle. Alors, quelques commentaires sur les barrières à l'entrée. Il faut faire attention sur les réglementations. Donc, on vous conseille généralement de prendre un peu de temps pour vérifier. Au niveau des trademarks, généralement, ça se passe bien parce que les Japonais sont respectueux et loyaux. Donc, il y a moins de risques de copie que dans d'autres pays voisins. Une vraie barrière pour l'entrée, c'est la qualité de vos produits, du conditionnement, la qualité de l'emballage.
on connaît trop d'exportateurs qui envoient des produits qui passent tous les critères, les standards de qualité au niveau européen. Et puis au Japon, ils sont rejetés par votre importateur, le distributeur, ou pire, par le détaillant qui les renvoie à l'importateur, qui vous les renvoie ensuite parce que le packaging a été un peu froissé, parce qu'il y a une petite rayure, parce que la couleur n'est pas exactement comme elle était. Donc ça, c'est une vraie barrière à l'entrée. Le niveau d'exigence en termes de qualité est extrêmement exigeant ici. Bon, c'est un marché très concurrentiel sur des catégories matures, comme dans la mode ou les cosmétiques. Par contre, si vous venez avec une technologie différenciante, c'est un marché qui est ouvert. Les consommateurs sont japonais et demandent un service en japonais. Donc, si vous avez un distributeur, il va devoir assurer ce customer support. Et si c'est vous qui montez votre filiale, il faut que vous preniez ça en compte. Des barrières sanitaires, phytosanitaires qui restent importantes. Le Japon, de plus en plus, devient ouvert et respectueux des réglementations internationales. Mais en fait, il y a des barrières non tarifaires qui restent en place, qui petit à petit sont libérées avec les efforts de lobbying, mais qui restent non négligeables. Deuxième point, ce sont des commentaires un peu plus généraux. Il est important de donner du temps au Japon. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de construire la relation. C'est assez rare qu'un Japonais signe très vite un contrat. Il va vouloir avoir confiance. Et cette relation contractuelle demande du temps pour être établie. Par contre, la contrepartie, c'est quand vous avez construit cette relation, il y a une certaine loyauté, une fidélité. Donc c'est un modèle très différent de la Chine où vous allez pouvoir tout de suite partir sur et recevoir une commande, mais ensuite ça s'écroule. Au Japon, ça va prendre du temps. On demande, vous avez entendu parler certainement du fameux consensus à la japonaise. Consensus à la japonaise, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais ça veut dire qu'on a laissé le temps aux différents intervenants de s'exprimer et qu'il y ait une espèce de vision commune qui s'articule. Encore une fois, le japonais parle pas bien l'anglais et apprécie beaucoup d'avoir un soutien en local en japonais et qui plus est, qui va respecter les codes, les relations, les codes de relationnel entre japonais, la seniorité, qui sont très complexes au Japon et difficiles à apprécier depuis l'étranger. Alors, quelques conseils. En amont, pour aborder le Japon, il faut que vous trouviez un bon point d'entrée. Il faut que vous réfléchissiez si votre offre est suffisamment qualitative et si elle est suffisamment japonisée, entre guillemets. Et les Japonais vont vous demander beaucoup de détails en termes de documentation, en termes de caractéristiques techniques. Ça peut sembler très fastidieux, mais ça fait partie du processus d'établissement de la relation de confiance. Une fois que vous avez un partenaire, il ne faut pas oublier de lui rendre visite régulièrement. Et c'est souvent pour ça que nous jouons un rôle de consultant, parce que on a ce rôle d'accompagnement dans la durée, on a ce rôle d'être sur place et de maintenir la relation de confiance. Comme vous le savez, c'est un pays qui n'aime pas le conflit, donc il faut avoir de grandes qualités d'écoute et savoir faire preuve de patience. Donc, en résumé, faire attention à avoir une présence physique, bien réfléchir avant de vous lancer sur le Japon, avoir une vision claire de où vous voulez aller et d'avoir les moyens d'attendre, de développer la relation. Généralement, moi, j'ai tendance à demander à nos partenaires commerciaux, est-ce que vous êtes prêts à venir 3 fois au Japon dans les 18 mois qui viennent? C'est une façon de mesurer si vous êtes mûr pour l'effort que va vous demander le Japon. Et puis après, faites-vous bien accompagner, préparez, accompagner avec des partenaires locaux qui vont vous aider à aller plus vite. Alors justement, en parlant de ces partenaires, nous pensons qu'un premier point d'entrée pourrait être la chambre de commerce franco-japonaise. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres chambres de commerce, mais celle-là, au moins, elle parle français. Donc, je pense, ils ont un service d'appui aux entreprises qui
il a plusieurs avantages, c'est qu'il parle français et puis il ne coûte pas trop cher pour une première approche, soit parce qu'ils organisent des missions collectives, soit parce qu'ils peuvent mettre en place des études d'approche, des mises en contact, et généralement ils ont des tarifs imbattables. Donc ça peut être un premier point d'entrée pour vérifier est-ce qu'il y a un marché potentiel et que vous commenciez à sentir le marché. Si vous voulez aller plus loin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a un groupement des consultants français qui a été formé au Japon. Donc aujourd'hui, il y a une quinzaine d'entreprises avec un certain nombre de spécialisations. Donc vous verrez dans la liste qui est mentionnée, vous retrouvez PMC. Il y a des entreprises qui sont spécialisées sur l'agroalimentaire ou la CERIC, par exemple, qui est dans le domaine automobile. Donc ça, c'est une deuxième piste pour trouver un partenaire, alors non pas de distribution, mais un partenaire pour accompagner votre entrée sur le marché japonais. Et là, évidemment, vous pouvez nous demander plus tard, dans quelques mois, si on peut vous aider ou si on peut vous introduire un autre consultant. Sinon, vous pouvez aller consulter le GCFJ, info@gcfj.jp pour prendre contact. Et le groupe fonctionne assez bien et essaie de vous trouver le consultant le plus adapté pour votre besoin. Et puis, dernier point, il y a des associations Maroc-Japon qui peuvent certainement aussi vous accompagner et peut-être que la représentante de l'ambassade pourra donner un mot supplémentaire sur ce point-là. Voilà, on a essayé de faire vite, trop vite certainement. On avait beaucoup de données qu'on voulait partager avec vous. On est prêt à répondre à vos questions. Merci Fabien et Frédéric de cet exposé très clair. On a eu quelques petits problèmes de son au début, mais ça a été rétabli. Moi, j'ai pour l'instant reçu deux questions. Juste pour dire que ce que j'ai retenu à peu près, c'est c'est un marché très très intéressant, ouvert, des opportunités notamment dans le domaine de l'agriculture, des produits frais notamment, qui sont apparemment très demandés au Japon. Il y a des opportunités aussi dans le domaine secteur de la pêche, surtout Oui, à tout à fait. l'importation. Vous le savez, le japonais consomme énormément de poissons. Alors, ils ont des flottes de pêche partout dans le monde, mais ça suffit de toute façon pas. Exactement, oui, oui. Et vous avez aussi retracé les besoins dans le domaine de la cosmétique. On a aussi de la production dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a même parmi nous des personnes dans les domaines, dans ce domaine-là. Un domaine aussi très intéressant, c'est celui du textile. On a aussi une bonne production, beaucoup d'entreprises qui travaillent notamment avec le marché européen. Ils ont fait ils ont une expérience très intéressante de travail à façon, donc avec une qualité irréprochable. Donc ça peut être aussi un axe. Je sais qu'il y a une production aussi dans le domaine du cuir, parce que le Maroc est bien positionné. Bon, là, vous avez parlé, je crois que Fabien, tu as présenté un peu le problème de marché protégé, hein, pour protéger la production intérieure. Mais je pense, comme tu as dit très bien, pour pénétrer ce marché, il faut s'appuyer sur des partenaires locaux et peut-être c'est des possibilités de lever ces contraintes de protection de marché. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Bon, après, il y a aussi des possibilités dans l'autre sens, c'est-à-dire, comme vous avez précisé dans le domaine de l'automobile, vous avez parlé de Yazaki, je pense, qui travaille dans l'automobile et qui a, je pense, développé énormément au niveau de Tanger et de Kenitra. Aéronautique aussi, il y a aussi un très fort marché ici au Maroc qui se développe. Voilà, les autres axes Smart City, je pense qu'on est aussi plutôt utilisateur. Il y a beaucoup de projets de développement de Smart City. Il y a peut-être des synergies à trouver, mais c'est un axe intéressant. Les deux questions que j'ai reçues pour l'instant, première concerne export, design et art. Il vient de Madame Jaidi, que je connais bien d'ailleurs, qui est architecte et qui s'intéresse certainement à voir s'il y a un besoin à ce niveau-là, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu art marocain, peut-être la production de produits d'artisanat de qualité.
Et la deuxième question qui est de la part d'un intervenant, donc préciser les critères d'intégration des produits cosmétiques bio ainsi que des huiles biologiques. Je pense que il cherche certainement à savoir s'il y a des, euh, des cahiers de charges à respecter pour des produits qui pourraient être exportés du Maroc vers le Japon. Est-ce qu'il y a enfin comme aux États-Unis, le FDA qui demande un certain nombre il y a certaines contraintes par rapport à cet axe-là. Voilà un peu les questions que j'ai pour l'instant. Je ne sais pas si tu veux répondre déjà en attendant s'il y en a de voir s'il y a d'autres questions. Oui, tout à fait. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, l'art marocain, enfin, ou l'artisanat marocain, ou l'objet d'art marocain a certainement une notoriété au Japon. Moi, je connais déjà des magasins où vous trouverez des lampes de style marocain, ou en tout cas qui m'apparaissent de style marocain. C'est le consommateur japonais est encore une fois très sophistiqué. Alors, c'est certainement pas l'artisanat ou la décoration marocaine est certainement pas une tendance dominante dans l'intérieur japonais, mais il y a une demande de niche, je dirais, et vous avez des consommateurs qui ont le pouvoir d'achat et qui vont donc valoriser un style différent. Je pense que c'est un marché qui existe déjà. Et là, c'est un marché qui va passer beaucoup sur les grands magasins. Que les grands magasins aujourd'hui, soit vous demandent de créer vos propres corners et de mettre vos propres staffs, ce qui est généralement hors de portée d'un exportateur. Donc il faut que vous passiez par un importateur qui opère déjà en grand magasin et qui va vous acheter des produits et lui aller les mettre en vente dans les grands magasins. Il y a un deuxième canal pour ce genre de produit, c'est les boutiques de décoration qui jusque-là n'étaient pas très importantes parce que l'intérieur japonais reste tout petit. Et encore une fois, le style marocain sera un produit de niche. Ceci dit, avec le Covid, il y a une tendance de fond pour l'équipement de la maison, puisque les gens passent plus de temps dans leur maison et commencent à dépenser plus en décoration intérieure. Donc il y a un double créneau possible, à la fois pour le très haut de gamme, pour les gens très riches. Là, il n'y a pas de limite. Si vous avez des produits extraordinairement qualitatifs, mais hors de prix, il y a un marché pour ça au Japon. Et puis ensuite, il y aura un deuxième créneau pour des produits plus abordables. Mais là, il faut passer par un importateur-distributeur et vérifier que vous amenez quelque chose de différent par rapport à ce qui existe. N'hésitez pas si j'ai besoin d'élaborer plus sur cette question. Vous le mentionnez par chat et on approfondit. Sur la deuxième question, donc le segment des cosmétiques, alors c'est un énorme marché au Japon et c'est peut-être pour moi le marché cosmétique le plus sophistiqué au monde. À la fois parce qu'il y a des très grands groupes japonais comme Shiseido ou dans un modèle un peu plus grand public, Kao par exemple, donc qui ont vraiment des savoir-faire et qui depuis longtemps alimentent le marché avec des produits très sophistiqués. Et puis la consommatrice japonaise est très soucieuse de protéger sa peau et de son paraître. Donc depuis toujours, c'est un secteur qui importe énormément. Et je dirais que toutes les marques sont déjà présentes au Japon. Les grandes marques internationales, mais également les nouveaux concepts, les nouvelles marques, les marques de Finlande, d'Australie, tout le monde est au Japon. Donc c'est un marché extrêmement concurrentiel. La vraie barrière d'entrée, ce ne sont pas les réglementations en termes de listing de produits. Il y a très peu de composants interdits au Japon. Et généralement, c'est basé sur une self-déclaration. Donc, il faut bien faire ses recherches parce que si vous êtes pris, par contre, à importer et distribuer des produits qui tiennent des composants interdits, alors là, vous vous barrez le Japon pour longtemps. Mais c'est généralement pas on peut très facilement vérifier si les composants sont autorisés ou pas. La vraie barrière pour moi, il y en a deux. Une qui est les exigences en termes qualitatifs.
notamment sur le packaging, parce que là, c'est très différent de ce qu'on trouve sur d'autres marchés. Et puis, la deuxième barrière, c'est que bah, vous avez déjà toutes les marques du monde. Donc, si vous venez avec un MeToo product ou un produit qui n'offre pas de vraie valeur ajoutée, bah, c'est difficile de trouver sa place au Japon. Par contre, c'est un très gros marché, donc qui vaut la peine pour les acteurs importants d'être regardés. Et nous, chez PMC, c'est un de nos 3 axes d'activité importants, les cosmétiques. Aujourd'hui, on a 4 projets cosmétiques en cours, dont, pour répondre à votre question, des projets pour des marques bio, parce que ça, c'est encore un secteur qui est en émergence au Japon. Donc, typiquement, je vais vous dire, si c'est un producteur qui fait de l'huile d'argan, il y en a déjà plein au Japon. Si par contre, vous venez avec un concept différencié et avec des vrais credentials bio, il y a une histoire que l'on peut aller tester auprès des importateurs-distributeurs. Si vous permettez, nous avons d'autres questions. Donc, la première, elle concerne le BTP. Est-ce qu'il y a des opportunités pour ce secteur sur le marché? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des plateformes type Amazon donc, qui peuvent stocker les produits et les vendre sur le marché? Mais avant de vous donner la parole pour répondre à ces deux questions, si vous permettez, on donnera la parole à Madame Khalida Azbendoumou, donc qui connaît bien le marché parce qu'il y opère sur la cosmétique fine, donc qui témoignera donc par rapport à ce marché. Khalida, vous la parole. Oui, c'est Hassan, bonjour Assidi. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Merci. Très bien. C'est Hmoumi, bonjour. Monsieur Fabien. Bonjour. Monsieur Fabien, bonjour. Je suis désolée de vous appeler Monsieur Fabien parce que je ne voulais pas écorcher votre nom. Et ça, c'est une Et particularité. je vous en prie, Fabien, c'est ce que j'utilise au Japon, c'est plus facile, vous avez raison. Justement, pour les Japonais, on vous demande plusieurs fois comment épeler votre nom pour ne pas vous enfoncer. Et ça, c'est parmi les choses importantes à savoir quand on va au Japon. Merci beaucoup pour votre exposé. D'ailleurs, sur le chat, j'ai écrit que j'étais d'accord avec vous à 100%, surtout concernant le côté culturel. Et bien sûr, et bien, avant d'aller au Japon, il faut vraiment se renseigner pour voir quelles sont les choses à dire, à ne pas dire, les choses à faire, à ne pas faire, parce que c'est très, très, très particulier. Et moi, j'ai toujours dit que le Japon, par rapport à l'Asie entière, vous avez la Rolls et après vous avez les autres voitures qui viennent après. Et le Japon, c'est la Rolls et le Japon, c'est la perfection de point de vue qualité, communication, mais c'est très difficile. C'est des gens qui sont très difficiles à comprendre. Des fois, vous avez l'impression que vous avez compris alors que vous n'avez pas compris. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années pour ça. Et d'ailleurs, vous avez bien dit tout à l'heure que la relation, c'est dans le temps qu'elle se construit. C'est pas rapide, c'est doucement mais sûrement. Mais une fois que c'est bon, une fois que les choses sont établies, une fois que vous avez la confiance et que vous avez le respect de vos interlocuteurs et de vos amis, parce qu'après ils deviennent amis, là c'est vraiment du sûr. C'est pas à la chinoise comme vous avez dit tout à l'heure. C'est pas à l'arabe non plus, parce que des fois on est trop rapide, on s'aime un peu trop rapidement, puis après ça s'effrite avec le temps. C'est les Japonais, c'est le contraire. Mais ce n'est pas du tout facile de faire des affaires avec eux parce qu'ils sont minutieux, ils vous demandent beaucoup de choses, il faut être à l'écoute, il ne faut pas s'énerver parce que des fois ils peuvent vous demander les choses plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. J'ai appris avec le temps à écouter et à ne pas dire mais je vous ai déjà donné l'information, je vous ai déjà donné le papier. Non, il faut le redonner encore une fois. C'est parce que s'ils vous le demandent, ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils vous l'ont demandé. Donc, on n'est pas là pour négocier certaines choses qui paraissent un peu... Parce que nous, les Méditerranéens, on s'emporte un peu vite et tout, alors que eux, c'est vraiment dans la sérénité, c'est pas facile. Alors moi, je suis dans la cosmétique et c'est vrai que j'ai essayé depuis très très longtemps de travailler avec eux. On a exporté certaines quantités, mais ce n'est jamais de grosses quantités. Bon, ceux qui ont eu la chance
de pouvoir avoir de bons interlocuteurs et de faire des affaires avec ces gens-là. Vraiment, tant mieux pour eux parce qu'ils sont sérieux, ils payent. Et si vous êtes admis au Japon, ça veut dire que vous pouvez exporter n'importe où au monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, il faut connaître la législation, il faut connaître le besoin. Et j'insiste sur le fait que des fois, on a l'impression qu'on a compris, mais on n'a pas compris. Et ça peut être fatal. Quand on croit que c'est fait, c'est dans la poche, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je voulais faire cette petite intervention. Je ne sais pas si ça a été utile ou pas, mais moi, je suis une amoureuse du Japon. D'ailleurs, la première fois que j'étais au Japon, c'était en 1986. Et ça ne me rajeunit pas du tout, comme j'ai dit, c'est la dernière fois. Et donc, j'ai visité vraiment partout, le nord, le sud, l'est, l'ouest, jusqu'à l'île de Hokkaido. Et avec une assistance de Shiseido. Même si je fais partie du même métier, donc ils ne m'ont pas considérée comme concurrente, mais ils m'ont considérée comme quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs. Et au contraire, c'était une très, très, très bonne expérience pour moi. Et donc, c'est avec quelqu'un de Shiseido que j'ai pu visiter pour une fois, hein, mais je veux dire, je suis allée peut-être une quinzaine de fois dans ma vie. J'ai visité toutes les usines parce qu'ils ont plusieurs usines un peu partout au Japon. Et donc, de là, j'ai appris tellement de choses. Et c'est de là où on a commencé, d'ailleurs, notre société, le laboratoire Asman, était le pionnier dans tout ce qui concerne la qualité. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas d'ISO, les normes ISO, mais on parlait des 5S, les cercles de qualité et tout ça. Ça vient de là, ça vient du Japon. Et depuis 1986, on avait instauré ça dans notre industrie. Et on est très content parce que c'est une culture, parce que pour avoir la qualité, c'est une culture d'entreprise qu'il faut avoir sur plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques années, il faut vraiment le faire sur une longue période. Merci beaucoup. Encore merci, Monsieur Fabien, et puis j'espère qu'un jour on se retrouvera à Tokyo. Je ne sais pas si vous allez à Tokyo ou pas. Mais alors oui, on est basé à Tokyo et moi je suis là pour la durée, donc n'hésitez pas quand vous revenez ici, on sera enchanté de vous rencontrer, quelle que soit la situation, et on n'a pas besoin de relations d'affaires pour se rencontrer avec plaisir. En tout cas, vous avez fait un très beau témoignage, et effectivement, le Japon est un pays qui ne laisse pas indifférent. On peut détester ou on peut être très, très attiré par le Japon. Ce qui est clair, c'est que c'est généralement un pays qui vous rend ce que vous lui donnez. Exactement. Il faut être prêt à donner du temps au temps. Il faut être prêt à faire plus d'efforts et encore plus d'efforts. Mais lorsque vous y arrivez, vous avez tout à fait raison. Ce n'est plus strictement senso une relation d'affaires, ça devient une relation amicale. Vous avez utilisé ce mot-là et vous avez raison. Et qui peut devenir une très bonne relation d'affaires parce que le japonais est loyal, effectivement paye en temps et en heure, et finalement on ne mégote plus vraiment les paiements quand vous le satisfaisez avec ce dont il a besoin en termes qualitatifs. Et qualité, c'est pas seulement la qualité du produit, hein, c'est la qualité du soutien administratif, c'est la qualité de livraison. Quand vous passez tous ces obstacles, ben, vous avez un vrai partenaire. Et donc au Japon, ne venez pas pour faire des coups, ça ne marchera pas. Oui. À moins que des cas très particuliers où vous avez un produit qui, sur le moment, est nécessaire au Japon. Alors, on a eu des produits comme ça pour le Covid, mais c'est très rare d'arriver à faire des coups au Japon. Vous venez au Japon parce que vous avez un vrai projet Japon et que vous êtes prêt à y investir le temps, les ressources nécessaires, avec une certaine humilité et par contre, évidemment, confiance dans votre produit, dans votre offre de service. Et là, on peut faire des affaires sur le Japon. Et puis, faites-vous bien accompagner. Oui, merci beaucoup, Monsieur Fabien. Et dans 15 jours, je serai tout près de chez vous. Je serai à Séoul. Alors peut-être que d'ici 15 jours, les frontières seront réouvertes. Non, elles ne sont Aujourd'hui, pas ce n'est pas le réouvertes. cas. Elles ne le sont pas. J'ai une invitation vraiment spéciale parce que sinon, ce n'est pas ouvert. Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc ça sera probablement pour l'année prochaine. Alors, on avait 2 autres questions sur le BTP. Ouais. BTP, la plateforme en ligne,
plateformes en Ouais, ligne alors type sur le Amazon? BTP, je ne sais pas très bien comment prendre cette question parce que oui, le marché du BTP est énorme au Japon. C'est encore un pays de constructeurs et il y a une collusion entre les politiques et les constructeurs. Donc c'est un pays qui aime construire des ponts, des routes, qui bétonne dans tous les sens. Par contre, je ne sais pas très bien quelle est la place pour les acteurs étrangers parce qu'encore une fois, c'est très lié au pouvoir politique local. Euh, et je ne sais pas le contexte de la question sur le BTP. Donc, si vous voulez me donner un peu plus Oui, de détails, je pourrais tâcher d'y répondre. en Il principe, s'agit, oui. ouais, Je pense une allez, société qui veut se développer hein, sur le marché japonais, parce qu'on a beaucoup de sociétés marocaines qui commencent à aller à l'international, notamment en Afrique, qui ont montré leur expertise, leur, disons, know-how. Et donc, certainement, c'est une entreprise qui souhaite voir s'il y a un marché pour la Alors, construction. Saad, maintenant je comprends. Fabien, Et Fabien, si vous ma permettez, réponse, Peut-être Monsieur pardon. Belhassen a un complément? Fabien, la question concerne spécifiquement les peintures écologiques à base d'eau. D'accord, Est-ce encore plus qu'il y a un précis. marché pour les peintures écologiques à base d'eau? D'accord. Alors, je vais traiter les deux questions. D'abord, sur la question du BTP, je pense que le marché local va être extrêmement difficile à pénétrer pour une entreprise qui fait des installations BTP ou de la construction BTP. Et ma recommandation, ça serait d'approcher les Japonais pour aller travailler avec eux en Afrique. Parce qu'alors là, il y a un vrai marché. Le Japonais a besoin d'exporter, puisqu'on est sur un tout petit pays qui est en déclin démographique et qui a tellement déjà bétonné qu'il y a quand même de moins en moins de béton à faire au Japon. Mais donc les entreprises de BTP japonaises veulent exporter, exporter ou veulent aller travailler à l'étranger et elles ont besoin d'un partenaire local, notamment sur l'Afrique. Donc là, il y a une vraie place à prendre pour les entreprises marocaines. Alors ensuite, sur les peintures écologiques à l'eau, il faudrait qu'on en sache plus, mais je vous donne un exemple. On travaille aujourd'hui avec une entreprise finlandaise qui vient avec un concept innovant de peinture pour la réparation automobile, qui sont des produits touqués avec une lifetime permanente. Donc c'est un produit touqué avec deux composants. Normalement, il faut remuer ces deux composants pour créer une peinture. Et dès que vous l'avez remué, ben, la peinture devient périmée parce qu'il faut l'utiliser tout de suite. Eux ont un concept intéressant parce qu'ils arrivent à garder les deux composants séparés. Donc là, pour eux, on est en train d'amener cette innovation technologique au Japon et de chercher des distributeurs importateurs. Si vous avez un concept comme ça qui est très innovant, pourquoi pas? Il y a une vraie demande et effectivement, les peintures écologiques à l'eau vont dans le sens de l'histoire par rapport aux peintures chimiques. Donc il y a quelque chose qu'on peut regarder de ce côté-là. Alors, Sur la dernière partie, question. Oui, oui. pardon. Alors, dernière question qui s'est posée sur le chat, c'est par rapport aux conserves de sardines et de thon. Est-ce qu'il y a un enregistrement préalable donc, pour pouvoir exporter sur le marché japonais? Quelle catégorie? Conserve de sardines et de thon. C'est la conserve de sardines et de thon. Ok, alors il y a une question que je n'ai pas encore reprise, c'est sur les plateformes de e-commerce et je vais y revenir. Sur les conserves de sardines et de thon, alors la vérité c'est que je ne sais pas. Frédéric, tu sais, toi? Je ne suis pas sûr à 100%, il me semble qu'il y a un enregistrement préalable à faire. Donc désolé, on n'est pas sûr de nous sur ce point-là. De toute Sur les façon, plateformes, ouais, oui, comme ce que je disais, s'il y a des questions pointues, les personnes peuvent envoyer un mail et tout soit à ça peut fait. donner lieu à une prestation de service ou à un conseil si il est Oui, oui, disponible. non, mais n'hésitez pas, ça fait partie enfin, de notre engagement sur cette conférence. N'hésitez pas à nous envoyer des emails. Vous avez dans la page de présentation mon email et celui de Frédéric. Donc n'hésitez pas et on vous répondra dans la mesure de ce que l'on sait. Et si on peut, on ira chercher les informations qu'on ne connaît pas. Pour revenir sur les plateformes de e-commerce, alors vous avez raison de mentionner Amazon parce qu'Amazon Japon est très puissant ici et il y a toute une industrie très prospère de, je dirais, de représentants de marques qui vont mettre en vente vos produits sur Amazon parce que c'est trop compliqué de le faire vous-même à distance. Donc il y a
plein d'entreprises maintenant qui se chargent de prendre votre produit, de le mettre en ligne et de gérer les commandes. Alors, s'il le faut, par moment, ils achètent les stocks. Dans d'autres cas, ils vont vous transmettre les commandes et ensuite assurer la livraison. Mais Amazon Japon est très important et c'est une plateforme d'entrée reconnue. Il y a ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, Rakuten, qui est le Amazon japonais. Et je pense que ce sont les deux acteurs dominants. Et sur Rakuten, vous pouvez soit ouvrir votre propre boutique online, ou bien vous pouvez également rentrer sur des détaillants online qui vont acheter vos produits ou en tout cas les représenter et ensuite vous passer les commandes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le marché online maintenant devient sophistiqué et apparaît comme une possible stratégie d'entrée sur le Japon. Alors, n'imaginez pas que c'est comme la Chine, où vous pouvez avoir très vite d'énormes volumes online et n'être purement qu'un acteur online. Au Japon, c'est plus compliqué que ça, mais ça devient une stratégie possible d'entrée sur le marché japonais. Et j'ai mentionné Rakuten et Amazon, mais il y a plein d'autres plateformes, de portails Internet qui permettent la vente online. Et il y a même des portails extrêmement spécialisés, puisque c'est la magie de l'Internet. L'Internet permet de mettre en contact des consommateurs très focalisés et des fournisseurs de services ou de produits niches. Donc, n'hésitez pas à explorer les opportunités Internet, y compris pour des produits de niche. Merci Fabien. Sibel Hssen, on avait eu une question tout à l'heure de Madame Zohar Jaïdi qui a reformulé, parce qu'en fait elle s'intéressait un peu à… peut-être que si on peut lui donner la parole, si elle est toujours présente, pour poser plus précisément sa question, c'est par rapport à une fusion entre l'art marocain et le japonais. Mais je ne peux pas, comme, je ne sais pas si elle est toujours avec nous, Sibel Hssen. Allô? C'est qui Madame Zohar Jaïdi. Madame Zohar Jaïdi, je ne sais pas si elle est toujours présente. Parce qu'elle a parlé donc de l'art marocain, mais quand sur le chat, elle a dit est-ce que c'est l'art revisité japonisant? Alors, je ne sais pas, est-ce que… Alors, Madame, vous avez la parole si vous voulez poser votre question directement. Madame Jaïdi. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Bonjour. tout le monde. Voilà, je souhaitais donc savoir un petit peu comment se passait éventuellement le service au niveau du Japon, où on pourrait peut-être amener, je sais que le Japon aime beaucoup les choses innovantes, et nous, de par notre fonction d'architecte d'intérieur et de designer, on pensait donc à peut-être ramener une touche dans les services architecturaux ou carrément dans des produits où on pourrait allier donc certains produits marocains, donc pas du tout dans le traditionnel, mais dans l'art de vivre marocain, et qui pourrait donc retrouver une fusion avec l'art traditionnel japonais, en ce qui concerne par exemple tout ce qui est art de la table. L'art de la table au Maroc est assez restreint, mais on a disons, des coutumes, en l'occurrence par rapport à des tables d'offrande, où actuellement je suis en train de préparer une collection de design dans le mobilier, qui a quand même une petite touche assez japonisante, non pas parce que je voulais qu'elle le soit comme ça, mais c'est tout simplement le côté pur du produit et l'utilisation du produit qui en a fait ce design et qui rejoint tout à fait le côté sobre des Japonais. Et quelque part, je me suis dit, pourquoi pas introduire ces produits au niveau du Japon. Donc, une petite collection, que ce soit dans le mobilier ou dans tout ce que peut être la vaisselle. J'ai créé aussi une ligne de vaisselle assez spécifique, donc avec toute une histoire. Et sur le principe de ces choses qui sont assez, sans aucune prétention, raffinées et qui sont dans la manière dont les Japonais peuvent percevoir les choses finement,
je me suis dit pourquoi pas avoir une sorte de petit mariage à travers une petite histoire de mobilier ou tout simplement de service. Dans les maisons japonaises, j'ai été au Japon à plusieurs reprises, je connais bien les maisons japonaises, je connais bien les traditions, autant le japonais lui-même qui est effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est assez froid au départ, donc il faut vraiment du temps pour pouvoir avoir une confiance et avoir aussi une relation qui est tout à fait dans la tranquillité de l'esprit du japonais lui-même ou la japonaise. Et sur ce volet-là, je me suis dit, c'est vrai que les Japonais aujourd'hui ont une architecture pure qui leur est depuis des millénaires, qui leur est attribuée depuis des millénaires. Mais dans certains lieux, certains appartements, on part d'une manière un petit peu plus moderne. Et au lieu que ce soit un moderne, disons, qui est sur des designs italiens ou des designs autres, on peut toujours satisfaire le client japonais à travers peut-être un mobilier adapté à leur mode de vie, Alors, mais vous revu avez raison. différemment. Là, vous proposez un projet très ambitieux qui serait de rapprocher l'art de vivre marocain avec l'art de vivre japonais. Et si vous y arrivez, alors effectivement, il y a quelque chose à faire. Vous avez vous-même, je pense, donné beaucoup d'éléments de réponse. Il y a effectivement un énorme marché de l'équipement de la maison qui est traditionnellement dominé par les Italiens pour le mobilier. Il y a aussi une école scandinave. Il y a évidemment une présence française assez établie, hein, puisque ce sont les marchés de référence pour l'art de vivre, l'esthétique. Euh, Effectivement, si vous arrivez à venir avec des gammes de produits différenciantes et qui concilient et qui sont adaptés au mode de vie japonais, il y a une histoire à raconter et il y aura un créneau de distribution, il y aura des canaux de distribution qui peuvent s'ouvrir. Et encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, il y a deux axes potentiels, c'est le sur-mesure, très haut de gamme. Et là, je vous rejoins, vous pouvez passer par des cabinets d'architecture, soit notamment les décorateurs, parce qu'il y a vraiment des projets où on ne lésine pas sur les moyens, et puis il y a toutes les hôtels et les boutiques qui sont très importantes. Et puis sinon, vous avez le canal un peu plus grand public sur la décoration, qui est difficile parce que là, il faut à la fois tomber juste pour le grand nombre et puis passer en termes de prix. Je pense que, Fabien, que ça passe par peut-être trouver un partenaire un peu dans le domaine qui soit ouvert à ce type de collaboration, qu'il est lui-même à la recherche Alors, là, d'innovation. typiquement, vous n'irez pas directement avec les clients finaux. Donc là, il faut effectivement passer certainement par un importateur-distributeur, sachant qu'ils sont en nombre limité, qu'ils sont très courtisés, donc ils vont être très difficiles, ils sont très picky, pour reprendre un terme anglais. Mais là, le mieux, c'est que j'ai cru comprendre que vous aviez développé des gammes de produits raffinés. On peut regarder ça, vous donner une idée si on pense qu'on peut trouver des distributeurs, mais il faudra trouver un distributeur, ce qui est un processus long. Ça vous demande au minimum, je dirais, 6, 9, 12 mois, et puis ensuite du temps pour monter en puissance. Et il faut bien réfléchir s'il y a un potentiel business qui justifie l'effort. Parce que c'est loin. La culture japonaise et la culture marocaine, c'est assez loin. Alors, au Japon, on trouve de tout, donc on trouvera des amoureux de la culture japonaise et marocaine, et qui seront réceptifs, mais ça sera une niche. En tout cas, au Maroc, on a de plus en plus de restaurants japonais. En fait, Alors, dans l'autre sens, je pense que c'est plus facile parce que la culture japonaise commence à être répartie. Ouais. Il y a le minimalisme, il y a des tendances de produits, je dirais, de consommation qui sont maintenant. Et puis, il y a effectivement les sushis, la gastronomie Mm. japonaise. Donc, Mm. le Japon devient très à la mode. Ouais. Le Maroc à la mode au Japon, je ne sais pas. En tout cas, c'est à construire. Le webinaire d'aujourd'hui, peut-être c'est un petit pas dans cette direction-là.
Je reviens vers M. Belhassan. Je ne sais pas si on a des témoignages, parce je pense qu'on a un petit peu passé le temps qui était imparti pour la présentation. Est-ce qu'on a des gens qui veulent intervenir ou des témoignages Pour le moment, non, non, personne n'a levé la main, donc même les questions du chat, donc on les a épuisées. D'accord. Peut-être Madame Zahar de l'ambassade, si elle est toujours avec nous, si elle souhaite. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ah, elle n'a pas pu se joindre. Ah, D'accord. Oui, il est un peu tard au Japon, donc, Oui, c'est et ça. puis les journées démarrent assez tôt. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec l'état d'urgence sanitaire, beaucoup de choses ferment à 8 heures. Donc, Ouais. en tout cas, on espère qu'on vous a donné un certain éclairage sur le Japon. Notre message, j'ai peur, j'ai toujours un peu peur de décourager. Et c'est certainement pas notre vocation parce que nous, on vit justement d'aider les aspirants exportateurs ou ceux. Mais je dirais, il ne faut pas être seulement exportateur potentiel. Il faut vouloir s'installer dans la durée au Japon. C'est peut-être mon message de conclusion. C'est plutôt que de voir le Japon comme un marché d'export. Venez au Japon si vous pensez que vous avez les capacités, les ressources, une offre de produits ou de services qui vous permet de vous implanter au Japon. Vous n'allez pas seulement prendre des commandes ici, vous allez construire, rentrer sur ce marché japonais. Et si vous êtes prêt pour ça, c'est un marché qui peut vous donner le retour. Et si vous réussissez au Japon, ça a été mentionné tout à l'heure, ça veut dire que vous avez des capacités pour réussir sur quasiment tous les marchés, et en tout cas sur les marchés asiatiques qui viennent de plus en plus. Alors, que ce soit les Chinois de Chine, les Chinois de Taïwan, les Chinois de Singapour, ils viennent énormément en voyage, enfin, ou ils venaient énormément en voyage au Japon, et je pense qu'ils vont revenir graduellement, et ils regardent au Japon. Et une marque qui est visible au Japon, un produit qui est visible au Japon, bah vous avez un tremplin d'entrée sur le marché asiatique ensuite. Merci Fabien et Frédéric. Monsieur Belhassan, je pense que si on n'a pas d'autres intervenants, on va peut-être remercier tous les participants. Moi, j'ai appris énormément de choses sur ce marché. On voyait déjà comme dynamique, comme modèle asiatique et qui s'est développé d'ailleurs dans une période assez courte, si on revient un peu à l'histoire du Japon. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire avec ce pays. Fabien, Frédéric, PMC, moi-même, on est à votre disposition parce qu'un peu c'est notre rôle de business développeur de vous apporter cette connaissance marché et de vous appuyer. Et comme a dit Fabien, de vous dire si votre stratégie a des chances de réussir ou pas. Enfin, c'est pour ça que dans le cadre du réseau Global Alliance, nous dialoguons beaucoup, enfin, chacun sur son marché pour apporter l'information et le bon conseil. On n'est pas là pour pousser les gens à exporter s'ils n'ont aucune chance, mais à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour réussir sur ces marchés. Donc, je laisse le mot de la fin à nos conférenciers, et à M. Belhassan, et merci à tous pour votre participation. À toi Avant le mot de la fin, on donne la parole à Madame Nabila Liar, donc qui a levé la main. Ah, Donc, ok, la d'accord. question. Madame Liar. Microphone. Oui, On vous Ça marche. entend, on vous entend. Allez-y. Oui, d'accord. bonjour à tous. Merci de nous avoir donné l'occasion justement de participer à ce meeting. Et en fait, nous, on est producteurs et exportateurs d'huiles biologiques, donc plusieurs huiles biologiques, hein, pas que l'argan, figue de Barbarie et d'autres huiles. Et en fait, on a déjà eu l'occasion de participer lors d'un salon au Japon par le biais d'un partenaire. Et la seule chose, c'est qu'on n'a pas eu de retour, à vrai dire, parce que c'était au moment du Covid, juste Et un juste tout avant. petit peu, juste avant le Covid. Donc, on n'a pas eu beaucoup de feedback sur cette partie-là. Et en fait, ma question portait sur la certification Jazz.
parce qu'on sait que notre produit packagé final, il a beaucoup plu parce que il a un côté très sobre. On a une marque hein, à nous aussi on a intégré même au Taïwan, qui est un marché qui est très complexe aussi à intégrer. Et donc la question par rapport au marché japonais, est-ce qu'il y a une Est-ce qu'on est obligé en importance? fait Voilà. d'être certifié bio avec la certification japonaise, c'est-à-dire la certification JAS, ou est-ce qu'on peut intégrer le marché japonais comme le marché chinois avec la certification USDA et AB, en fait, les certifications européennes et américaines? Est-ce que le marché japonais oblige d'avoir la certification JAS pour pouvoir Intégrer des intégrer des bio. produits de façon bio, en fait? Parce que là, les produits qu'on envoyait actuellement, c'était des produits en conventionnel. Mais là, notre vrai cœur de marché, c'est le bio. Et on voudrait intégrer le marché de façon officielle en Alors, bio. pardonnez-moi, la certification JAS, c'est C'est la certification. JAS, JAS, d'accord. Alors, JAS sera certainement reconnu au Japon et la certification USDA, À mon avis, il faut une certification JAS au Japon, par mon expérience. ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vérifier parce que une certification américaine dans beaucoup de secteurs suffit sur le Japon. Dans le secteur bio, je ne peux pas être certain. Euh, il faudrait qu'on vérifie ça. Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre directement. On vous demandera peut-être de nous envoyer un mail à PMC ou à moi-même qu'on relayera et comme ça on peut vous répondre en direct. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le bon schéma. Entre SAD et nous, on a les deux facettes, donc on peut vous répondre. Monsieur Belsen, est-ce qu'il y a d'autres? Je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire, donc il me reste que de remercier l'ensemble des participants pour leur interaction, pour leur participation. Je remercie nos éminents experts donc, pour la richesse de leur exposé, donc, qui nous a donné une vue très globale et très pertinente sur les choses à respecter sur un marché qui est aussi exigeant qu'on le pense, mais qui présente aussi des opportunités pour les gens qui veulent s'aventurer sur cet important marché et qui veulent prendre le chemin donc, pour essayer de dénicher quelques opportunités donc, par rapport aux différents secteurs qui ont été exposés. Je vous laisse le mot de la fin, Fabien et Frédéric. Je remercie également Moumi donc, pour le partenariat que nous avons avec lui, pour l'organisation d'un certain nombre de webinaires sur l'accès au marché. Et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans quelques semaines. Merci encore une fois. Non, ben c'est nous qui vous remercions parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore de clients marocains. Donc, on est à la fois des néophytes et très heureux d'apprendre. Et là, on a dû creuser un petit peu notre compréhension du marché marocain, enfin du potentiel d'exportation du Maroc. Moi, c'est vrai qu'en tant que Français, on apprécie beaucoup le Maroc, même si c'est très loin du Japon. Donc, malheureusement, je vais plus très souvent en vacances au Japon, au Maroc. Mais on serait enchanté de développer un partenariat avec des entreprises marocaines, ce qui nous donnerait de bonnes raisons d'aller vous rendre visite. Mais en tout cas, merci de votre intérêt pour le Japon, parce que c'est un marché que l'on aime. Je pense que vous l'aurez senti à travers notre intervention. On est là depuis nombreuses années et on envisage d'y rester. Donc, on est toujours très heureux de rencontrer de l'intérêt sur le marché japonais. Et encore une fois, c'est un marché qui vous rendra ce que vous voudrez bien lui donner. Merci en tout cas. Merci Fabien. Donc, ce que je dirais aussi, tu as tout à l'heure mentionné l'importance donc des entreprises, le dynamisme des entreprises japonaises par rapport à l'Afrique, par rapport au développement de l'Afrique. Sache qu'au Maroc, on est très ouvert. Il y a maintenant une nouvelle stratégie du ministère marocain qui est portée par l'AMDIE, l'agence qui est pour la promotion de l'investissement et d'export.
Et donc, tout projet que vous pourrez avoir au niveau du cabinet qui s'intéresse au Maroc ou s'intéresse à cette synergie, on peut aussi l'envisager. Il y a aussi cet axe-là sur lequel on est à votre disposition. Il y a maintenant au niveau du nouveau gouvernement toute une plateforme, une équipe prête à accompagner ces projets. Oui, je pense que c'est un axe très important pour les membres de la SMEX d'essayer d'accompagner les entreprises japonaises. Alors, nous, malheureusement, on n'est pas très actifs dans ce sens-là, Japon vers l'étranger. On est vraiment très focalisé sur étranger vers le Japon. Mais je prends bonne note, Saad, et on reviendra vers toi le cas échéant. Merci pour votre participation. Et donc, pour l'auditoire, nous avons, je pense, le prochain webinaire avec la Suède. Donc, ce sera un autre pays intéressant. Alors, je vous remercie. Vous êtes resté un peu tard hein, pour ce webinaire et à une très. Mais on est très contents. C'est une bonne opportunité. Merci de nous donner cette occasion. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt. Hein. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.